Bien, nous avons beaucoup parlé d'application des sciences comportementales. Nous allons voir maintenant comment on peut l'infuser au sein des entreprises, des organisations, comment prendre ces méthodes et les intégrer au quotidien des entreprises. Nous avons Christine Berman qui travaille chez Irrational Lab, qui est avec nous en direct de Californie. Et Clover Health et Étienne Bressou, que vous avez déjà rencontré. Il est Chief Behavior Officer et auteur de Nudge and Other Interventions for Better Learning. Étienne est notre modérateur. Également, deuxième erreur de la journée, ce n'est pas Eric, c'est Stéphane Marcel, Steve Groth, professeur chez BVA et un grand fan et expert en sciences comportementales. Il sera avec nous pour modérer cette session. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Étienne, vous êtes donc là. Christine, Matt, bonjour à vous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis ravi de modérer cette table ronde qui, je l'espère, sera intéressante pour vous ici présents et pour ceux qui nous écoutent à distance. Avant de rentrer dans le sujet, je souhaiterais vous poser 3 questions simples, donc une question pour chacun d'entre vous. Alors, pour nous et pour ceux qui nous écoutent, il est peut-être évident que pour avoir plus d'impact et pour avoir un avantage compétitif, les sciences du comportement doivent exister, doivent vivre au sein des organisations et des entreprises. J'ai donc une question à destination de Christine d'abord. Christine, imaginez, vous êtes dans un ascenseur avec le CEO d'une grosse entreprise et qui vous dit que les meilleurs leviers, c'est la science et la data. C'est ce qu'il vous dit. Que lui répondez-vous? Très bonne question. Bonjour d'abord. J'aurais tendance à lui dire que je suis d'accord. C'est vrai que l'intelligence artificielle change énormément la façon de vivre et de résoudre les problèmes, nos grands défis. Je suis dans la région de San Francisco Bay, où les gens travaillent énormément sur ce sujet. Et alors, je crois qu'on évoquerait de nombreux sujets dans cet ascenseur. Et évidemment, on parlerait de comportement, de sciences comportementales, de la facilité d'être distrait. Donc, c'est ce que je lui répondrai. Je crois que dans la finance, par exemple, c'est un sujet parmi d'autres, mais je crois qu'il y a énormément d'améliorations. Je pense au domaine de la santé, par exemple, de l'intelligence artificielle dans la santé, pour les professionnels de santé, par exemple, pour faire mieux et plus vite. Et puis beaucoup d'autres choses, payer votre ticket de parking, par exemple. Donc, beaucoup de choses, et je crois qu'en matière des sciences du comportement, je pense que l'intelligence artificielle va faciliter les choses, nous en sommes convaincus. Lorsque les choses sont plus simples, il est probable que plus de gens participent. Alors, il faut que le bâtiment soit très haut, avec de nombreux étages à franchir avec l'ascenseur. Alors, Matt, vous rencontrez un responsable RH qui vous dit que son entreprise n'a pas cette culture, n'a pas la culture de comportement ou de sciences comportementales. Que lui répondez-vous? Je me demande pourquoi ce sont tous des hommes dans votre ascenseur. Hein. Ça, c'est la première question que je pose.
Lorsque j'évoque le sujet des sciences comportementales, je parle d'abord de comportement, après de sciences. S'il ne change pas les comportements, il change quoi? Dites-moi ce que vous changez. C'est ça que je lui demanderais. Et il me parlerait peut-être d'une réunion, je lui poserai des questions sur cette réunion. Et je crois que le changement comportemental, on en fait tous. Ce n'est pas nouveau. Je pense qu'on travaille tous à changer les comportements tout le temps. Aujourd'hui, c'est un sujet, c'est un thème qui est identifié. On l'accepte. Et donc, on s'organise autour de lui. Mais encore une fois, je pense qu'ils le font déjà, de manière inconsciente, probablement, et puis de manière non organisée. Alors, pourquoi pas l'utiliser de manière scientifique? Donc, on parle de comportement, puis de science. La science qui a contribué aux grandes avancées de l'humanité. Et donc, c'est finalement très simple. Voilà ce que l'on peut faire dans le comportement de manière scientifique pour essayer de surmonter nos biais. Voilà ce que peuvent faire ces outils. Et ce sont des résultats qui sont tangibles et prouvés. Très bien. Étienne, il n'y a plus de place dans l'ascenseur. Donc, imaginez, vous êtes dans une conférence. Quelqu'un vous dit que les sciences du comportement ou le nudge, c'est des mots à la mode, mais ça va passer. D'abord, merci de m'avoir invité à la conférence. J'ai un peu plus de temps ici à la conférence que si j'étais dans un ascenseur. Pour répondre à votre question, je dirais que le nudge, oui, c'est un peu un buzzword. Et pourquoi pas? Après tout, c'est parfaitement acceptable. Je pense qu'il a permis de creuser le sujet des sciences comportementales. Les sciences de la prise de décision, de leur donner une reconnaissance, de les mettre en lumière. Et c'est très bien, même si c'est des buzzwords et même si c'est des trucs à la mode. Voilà, si on en parle plus souvent, les entreprises et les organisations privées, publiques aujourd'hui utilisent ces techniques et ces mots plus souvent et c'est une bonne chose. Peut-être que j'ajouterais également que lorsque le gouvernement français dépense des millions d'euros pour essayer de changer les comportements ou une intervention comportementale, là, on ne peut plus simplement dire que c'est un buzzword. Je crois que c'est un vrai changement, un changement de fond. Parfait. Allez, maintenant, soyons sérieux. Non pas que nous n'étions pas sérieux, mais on va essayer de creuser un peu le sujet. On va parler de vos expériences respectives. Vous avez de la chance, vous êtes des chercheurs, mais vous êtes aussi des acteurs, des conseillers. Vous avez donc énormément d'expérience dans différents environnements, parfois très complexes. Christine, je vais à nouveau me tourner vers vous. Vous avez travaillé avec de nombreuses entreprises de la tech, parfois de grands noms. Est-ce que vous avez utilisé la même méthode partout pour infuser cette notion de la science et du comportement? Merci pour cette question. Nous avons travaillé effectivement avec de grosses entreprises comme Google, Microsoft, mais aussi d'autres entreprises beaucoup plus petites, beaucoup plus modestes sur le sujet des sciences comportementales. On fait du conseil, certains projets que nous menons de bout en bout, et j'ai le sentiment que l'idée, c'est de faire avancer les équipes. Certaines équipes vont aller plus vite, d'autres ont besoin de plus de temps, certaines vont adopter des comportements plus vite, certains vont les adopter, les garder plus rapidement. Ce que nous avons pu observer dans notre équipe d'experts, nous utilisons des indicateurs clés de performance. Lorsqu'une entreprise travaille sur la conversion, par exemple,
eh bien, nous pouvons les aider. Et l'idée, c'est d'essayer d'affiner les choses pour se concentrer vraiment sur les éléments les plus essentiels et d'arriver à changer les comportements clés. Et nous y arrivons assez bien. C'est vraiment d'essayer d'aller nous focaliser sur ce qui les intéresse le plus. Voilà, c'est peut-être un des principaux enseignements, c'est que les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, ils sont très très conscients de ce qu'ils doivent faire, de ce sur quoi il faut travailler. C'est surtout le cas d'ailleurs pour les entreprises de la tech. Hein. Elles sont particulièrement sensibles au sujet des sciences comportementales. Matt, vous avez travaillé avec Microsoft. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre? Est-ce que votre expérience montre la même chose? Est-ce que vous avez fait la même chose? Je crois que Kristen et moi, nous avons des expériences très différentes. Lorsque je travaillais avec Microsoft, la gestion des produits était très technique, avec beaucoup d'ingénieurs et donc beaucoup de frustration. Nous avons organisé une enquête qui s'appelait Bing. Donc, Google, une recherche Google avec des résultats Google, la même chose sur Bing, ou en combinant les deux. Et je crois que la préférence des gens, c'était d'avoir une combinaison entre une requête Google et des résultats Bing. Les comportements des gens sont souvent on se rend compte que ce que l'on pense être des comportements ou des schémas de comportement sont en fait beaucoup plus complexes. Ce que l'on voit, c'est des responsables produits qui viennent d'autres domaines aujourd'hui, de la psychologie, et eux ont une sensibilité très différente et reconnaissent le fait que les humains font ce qu'ils font pour X raisons, sans forcément chercher de logique derrière. Donc il y a eu énormément d'évolution, de changement. Il y a d'autres industries qui ont peut-être un peu de retard, des secteurs où le domaine de la santé, par exemple, c'est un bon exemple. Je crois que les médecins sont parfois un peu mystifiés. Ils disent, voilà, ça c'est pour le meilleur intérêt de telle ou telle personne, c'est bon pour la santé, c'est dans leur intérêt, etc., etc. Et vous avez envie de leur dire, mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc faire sortir les gens de ces perceptions, de ces schémas, c'est très compliqué. Et c'est vraiment la première étape dans beaucoup d'entreprises et d'organisations. Étienne, à vous. Vous avez travaillé avec plusieurs entreprises dans différents secteurs, vous avez rencontré beaucoup de personnes, vous avez formé beaucoup de gens, chez BVA notamment. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que pour infuser les sciences comportementales, vous avez expérimenté et vécu les mêmes choses que ce que vous venez d'entendre? Alors, j'ai connu plusieurs univers, mais je vois des similarités entre ces univers. Je crois que très souvent, les gens souhaitent apprendre sur un sujet qui est lié à ce qu'ils font au quotidien.
Donc, il faut éviter les cas d'études d'autres entreprises, parce que cela est très, très éloigné, finalement, de leur pratique quotidienne. Donc, il faut intégrer aux formations leur propre quotidien, leur propre réalité, pour qu'ils arrivent à rentrer dedans. Lorsque vous faites une formation en sciences comportementales, et là c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur, Matt vient de le dire d'ailleurs, nous sommes humains. Et nous ne savons pas nous-mêmes exactement comment nous fonctionnons en tant qu'humains. Je crois qu'il conviendrait d'en prendre conscience. Exemple, lorsque j'enseigne les sciences comportementales et que je leur demande d'appliquer les sciences comportementales à leur propre travail, très souvent, ils parlent de leurs enfants, leur famille, et donc la première chose qu'ils découvrent, c'est comment ils prennent les décisions plutôt que d'appliquer les choses directement à d'autres personnes dans une entreprise. Donc les gens, ils testent, et je crois c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est comprendre comment nous fonctionnons. Il y a tout un volet irrationnel. Si tous les ingénieurs savaient comment ils prenaient des décisions, comment eux-mêmes prennent des décisions pour eux-mêmes, je pense qu'ils réfléchiraient très différemment. Et c'est à peu près ce qu'évoquait Matt tout à l'heure. Alors, vous êtes responsable de la science comportementale chez BVA. Vous avez vous-même infusé cette culture chez BVA. Quelle en était la raison et qualifieriez-vous cela d'une expérience particulière? J'imagine que c'était un vrai défi. Alors, la raison pour laquelle nous l'avons fait chez BVA, c'est parce que, comme vous l'avez évoqué au début, nous savions que lorsque les gens sont conscients, comprennent comment eux-mêmes prennent des décisions, leurs clients prennent des décisions, ou d'autres parties prenantes prennent des décisions, ils pourront mieux travailler. Donc, une des choses les plus intéressantes lorsque l'on met en œuvre les sciences comportementales, en l'occurrence chez BVA, eh bien, ensuite, on commence à réfléchir à comment on peut utiliser les sciences comportementales dans le market research, lorsque je fais une proposition, lorsque sur une étude, je présente les résultats, sur le déroulement de l'étude. Tout cela ajoute de la valeur à ce que nous pouvons apporter à nos clients. Et une façon de le faire, c'est de participer très activement, de les aider à trouver des choses et puis à former autant de gens que possible chez BVA parce que, là encore, si les gens sont conscients de ce que sont les sciences comportementales et comment ils prennent des décisions pour eux-mêmes, évidemment, ils prendront de meilleures décisions pour les autres. Parfait. Merci, Étienne. Alors, pour synthétiser, nous avons donc vu que instiller cette culture de sciences comportementales dans les entreprises demande beaucoup de travail, quel que soit le secteur, tech, santé ou autre, quelle que soit la chaîne de valeur. Les chaînes de valeur ne sont pas les mêmes chez Google que chez Microsoft ou chez BVA. La question que je souhaiterais vous poser, c'est de savoir s'il y a une méthode, une feuille de route que l'on pourrait utiliser et qui serait idéale. Matt, je vous cède la parole. Alors, il y a eu des changements pendant ma carrière, évidemment. C'est formidable parce que faire la même chose pendant 20 ans, c'est pas génial. Moi, j'ai apprécié ce qui a été dit. Former les gens, démocratiser cela à travers l'organisation. Je pense qu'au début de ma carrière, c'était pas ce qui m'animait le plus. Je travaillais dans l'équipe, équipe sciences comportementales par opposition aux autres équipes. Mais vous savez, on comprend parfois mal les besoins du business en termes notamment de processus de sciences comportementales
comportementales. Ou alors, on ne peut pas vraiment répondre aux choses qui sont attendues par les différentes équipes. Donc, démocratiser ces sciences comportementales, ça facilite les choses. Je pense également, et je me souviens, au tout début, avec Internet, il y avait des JPEG progressifs, alors c'était vraiment très flou, et puis plus on avait de données, plus l'image était nette. Et je pense que les choses fonctionnent comme ça tout le temps. C'est un petit peu comme la question du début dans l'ascenseur. D'abord, il faut vous convaincre que le comportement, c'est quelque chose qui intéresse votre entreprise, puis il faut s'améliorer, et puis parler des processus basiques. Donc, je pense qu'il ne faut pas détourner les gens, les encourager au contraire à prendre des processus, à bien comprendre comment cela fonctionne, rapidement, facilement, et puis travailler à cela dans l'entreprise. Et tout cela est progressif. Et je pense que Kristen, vous le voyez cela également beaucoup lorsque vous travaillez en tant que consultante. Il y a des opportunités d'aller de manière plus profonde et de permettre donc la croissance de l'entreprise par ce biais, en répétant les choses encore et encore. C'est pourquoi il faut un plus fort engagement, c'est pour ça qu'il faut solliciter les entreprises et approfondir ces processus pour démocratiser cela. Merci, Matt. Kristen, par rapport à cela, alors c'est pas un dilemme, mais c'est une question que vous avez d'ailleurs soulevée, Matt, par rapport à cette notion d'avoir de démocratisation, soit les sciences pour tout le monde, soit pour des spécialistes, et puis peut-être trouver une méthode idéale ou une organisation idéale. Qu'en pensez-vous? Alors oui, effectivement, il faut travailler autour de cette idée d'organisation. C'est quelque chose que j'ai déjà fait avec Google notamment. Il faut vraiment voir où se trouve l'intérêt, quels sont les gens intéressés, puis travailler en équipe avec leurs équipes parce que les sciences gouvernementales ont des supporters. Et les choses qui ont bien fonctionné, c'est pour nous, c'est peut-être de se focaliser sur quelque chose qui fonctionne et qui intéresse les gens et d'utiliser ce processus pour pouvoir le dupliquer, ce processus. Et finalement, avoir des quick wins. Généralement, ce n'est pas des gros changements. Il y a des petites choses faciles à obtenir et si vous gagnez confiance, eh bien, on a une notion moindre des risques parce que, évidemment, il faut éviter que cet élan, cet enthousiasme se perde. Donc, il y a quelque chose qui évidemment touche à la puissance et à l'autorisation donnée au sein d'une entreprise pour que les choses évoluent. Un processus qu'on peut mettre en œuvre, c'est comprendre bien l'environnement, faire une cartographie. Et si les entreprises, parfois, vont se focaliser sur une expérience particulière. Et je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre les insights, bien comprendre les processus pour savoir quoi faire. Et parfois, il faut lever la tête, il faut prendre un petit peu de distance pour comprendre l'ensemble des processus et des éléments de base qui sous-tendent ces sciences comportementales. C'est bien de comprendre le monde dans lequel nous vivons et puis les changements que les gens opèrent pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et pour vous, Étienne, est-ce que vous partagez cette pratique, cette position? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par rapport à ces quick wins, ces choses qui sont faciles à obtenir. Ça, c'est très important. Et moi, je vois toutes ces choses-là. Et plus je travaille avec différentes entreprises, et d'ailleurs nous essayons là de diffusion cette culture-là des sciences comportementales, il y a des scientifiques comportementaux, bien sûr, qui constituent l'équipe cœur, et bien souvent, ils s'appuient sur des personnes qui réalisent différentes tâches, différentes professions pour pouvoir les aider à s'améliorer, à faire mieux. Et une chose extrêmement importante pour moi, c'est
c'est d'essayer d'intégrer leur intervention dans un programme, une stratégie déjà existant. Et il y a beaucoup d'exemples, d'ailleurs, par rapport à cela. Par exemple, travailler avec Save the Children, organisation internationale, pour le développement de la petite enfance. Et il existe déjà un certain nombre de programmes. Et ce qui est fascinant là, c'est de voir comment, dans le cadre de ces programmes, changer quelque chose ici et là qui va vraiment renforcer grandement l'efficacité du programme. Parfois, c'est difficile et bien souvent, moi, j'encourage les gens à se poser la question. Eux savent que je connais bien sûr les sciences comportementales et l'idée c'est de les encourager à identifier ce qu'ils n'auraient pas fait différemment sans les sciences comportementales. Donc évidemment, les gens ont leur programme, ils ont leur stratégie, leur challenge à relever. Et d'ailleurs, c'est important donc de diffuser cette culture des sciences comportementales au sein de BVA. Mais les sciences comportementales sont vraiment très importantes dans le positionnement de la famille BVA. C'est une bonne transition d'ailleurs par rapport à notre conversation. On va parler d'impact là. Et je voudrais parler d'expérimentation, d'investissement. C'est quelque chose dont on a parlé dans différentes sessions aujourd'hui. Alors tout d'abord, en s'appuyant sur vos expériences respectives et diverses et votre savoir, vous avez expliqué, Matt, que probablement vous auriez peut-être fait les choses différemment, mais y a-t-il quelque chose que vous auriez fait justement différemment par rapport à votre expérience? Je vais commencer par vous, Étienne, d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup appris et l'apprentissage est essentiel. Alors, qu'auriez-vous fait différemment? Eh bien, je dirais que peut-être ce que j'aurais fait différemment, c'est d'essayer d'aller plus vite dans le cadre de mes différents projets pour pouvoir construire cet élan, cette dynamique et répondre aux challenges des gens aujourd'hui. Alors, très rapidement, Christine, si vous le voulez bien, qu'est-ce que vous feriez différemment par rapport à ce que vous avez accompli par le passé, au début, je dirais, de votre carrière en tant que consultante auprès de grosses entreprises qui s'attachent à diffuser les sciences comportementales? Alors, ces 2 dernières années, nous avons lancé notre programme de champions où il y a des formations et nous identifions les personnes dans l'entreprise qui s'intéressent à ces sciences comportementales et c'est là la possibilité pour elles d'avoir une action sur les problèmes qui les intéressent directement. Donc l'idée c'est de créer un petit groupe et de les former pour les aider par la suite à pouvoir résoudre leurs problèmes par ce biais. Donc ça c'est une forme de coaching. Pour que ces personnes informées puissent mettre cela en œuvre. Et ça, c'est vraiment très puissant pour pouvoir passer, diffuser cet élan, ce comportement, donc la formation. Et puis, naturellement, eh bien, là, il y a vraiment la possibilité pour ces personnes de changer les processus au sein de leurs propres équipes. Et là, c'est un moyen rapide pour nous de diffuser ces pratiques. Alors, évidemment, il y a les ateliers traditionnels, mais ce programme-là particulier, ça fonctionne très bien. Matt, même question pour vous. Non, alors on va passer à une autre question, désolé. C'est une question très importante pour beaucoup de personnes, le retour sur investissement et la mesure de la performance. Alors, que fait-on la matière? Lorsque vous étiez en charge des clients, de vos clients, ce que vous avez à l'heure actuelle, comment mesurer le retour sur investissement? C'est un investissement pour l'entreprise, pour les clients. Comment, si cela est possible, mesurez-vous le retour sur investissement et puis comment mesurer la satisfaction du client? Alors, d'abord, d'un point de vue interne, je travaillais avec mes équipes et évidemment, il y avait des mesures et des indicateurs de mesure très clairs qui nous étaient donnés par les équipes exécutives parce que nous savions
le type de comportement a changé et nous pouvions donc mesurer. Nous mesurions notre capacité à changer les comportements. À la fin du processus, peut-être sur 10-12 semaines, on voyait si nous avions réussi à modifier ou à prouver 2 ou 3 changements qui pouvaient être reproduits. Et d'une manière ou d'une autre, il y avait les équipes opérationnelles et on voyait avec elles si elles étaient d'accord de passer en production avec ces nouveaux changements. Et en tant qu'outsider, pour amener ça en tant que conseiller, eh bien moi j'encourage les personnes que je conseille à utiliser ces méthodes de sciences comportementales. Par exemple, on va leur demander de s'engager sur 3 mois et voir 3 mois après le nombre d'équipes qui ont effectivement mis en œuvre ces sciences dans le cadre des projets. Donc après ce que nous avons enseigné, on voit si les personnes que nous avons formées passent à l'action. Et si ce n'est pas le cas, on essaie de comprendre ce qui ne s'est pas bien passé, ce qu'on peut changer, mais si ça fonctionne, si ça a été mis en œuvre, eh bien, on essaie de passer cela à l'ensemble de l'organisation. Donc, on essaie de voir comment, par notre comportement, on va changer leur comportement pour qu'ils intègrent ces notions de sciences comportementales. Donc, Kristen a différentes façons de peut-être de faire les choses. Kristen, eh bien, généralement, on essaye de, pour mon projet en particulier, on essaye de modifier les mesures, les métriques. Et évidemment, on ne peut pas tout faire, tout contrôler. Nous essayons de voir si nous obtenons quelque chose au sein de nos équipes qui se font mieux et parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Donc bien souvent, on n'obtient pas ce qu'on obtient et donc parfois on revient un petit peu sur notre décision de lancer quelque chose. Donc évidemment, c'est difficile de mesurer les choses que l'on comprend mal. Si les choses ne se passent pas comme anticipé, on décide de retarder le lancement de tel ou tel programme. Généralement, dans nos équipes, on voit qu'ils trouvent de la valeur à notre organisation et on les sollicite d'autant plus, on leur demande de faire plus pour assurer la satisfaction client. Ça, c'est facile, mais évidemment, la question, c'est est-ce que vraiment on a changé les comportements et une influence sur les comportements comme on le voulait? Oui, j'adore ce qu'a expliqué Christine à l'instant. Je suis d'accord avec le point de départ. On ne va pas lancer quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, comment trouver les éléments qui vont vous dire que ça ne va pas fonctionner? Qu'est-ce qu'on aurait pu changer? Si on pouvait revenir dans le passé et voir, on aurait pu faire les choses différemment avant de changer. Et je pense que c'est une très bonne approche, Christine. Étienne, maintenant, parce que pour vous, mesurer, c'est important. Alors, quel est votre point de vue? Retour d'expérience, retour sur l'investissement. Eh bien, ce qui est important, en fait, il y a 2 façons de mesurer un investissement ou des actions, ce que nous faisons. Et l'un des facteurs essentiels, c'est assez compliqué à mettre en œuvre dans la vie réelle, c'est-à-dire d'isoler ce qui touche aux sciences comportementales et puis l'autre partie du programme. Donc, généralement, ce que je vois, c'est ce qui intéresse les clients avec lesquels je travaille, c'est qu'in fine, le comportement que nous voulons changer, est-ce qu'il a effectivement changé ou pas? C'est la question. Et généralement, le type de mesure d'expérimentation menée se concentre beaucoup plus sur le changement comportemental. Ça implique les sciences comportementales, évidemment, et leur contribution, et puis le programme en soi. Donc, c'est plus difficile et plus rare d'isoler la composante comportementale. Donc, c'est difficile de mesurer la valeur ajoutée. Est-ce que celle-ci est due uniquement aux sciences comportementales ou pas? C'est difficile de le déterminer.
ce qui est plus simple, c'est de voir si le comportement a changé, et puis c'est ce qui intéresse une fois le client. Alors, avant de répondre à certaines questions qui nous sont parvenues sur le chat, aussi rapidement que possible, réfléchissez aux personnes que vous avez rencontrées en début de session, dans l'ascenseur, vous vous souvenez. Ces personnes-là sont convaincues. Elles aimeraient effectivement se lancer dans la diffusion, promouvoir la diffusion des sciences comportementales. Alors, chacun d'entre vous, quels sont vos conseils ou les questions peut-être que vous aimeriez leur transmettre? Comment commencer ce processus? Alors, effectivement, il va falloir répondre rapidement, même si c'est dur. Mais allons-y. Matt, vous commencez par quoi? Moi, je les aide à aider ceux qu'ils identifier leur challenge en termes de comportement. Quel est le comportement à changer? Et quel est le processus pour mettre cela en œuvre? Donc, on cible une population, on utilise les data. Est-ce qu'on peut utiliser cela pour ce projet? Il faut vraiment que les sciences comportementales signifient quelque chose, que cela s'insère dans leur modèle, parce que il faut vraiment comprendre ce que l'on veut que les gens réalisent avant de pouvoir essayer de s'engager dans cela. Il faut vraiment comprendre les choses. Donc, il faut qu'il y ait cette visualisation de ce processus. Christine, quel est votre point de départ ou vos conseils? Eh bien, identifier les champions en la matière et les former, leur donner les moyens pour pouvoir diffuser cela à l'ensemble des équipes aussi rapidement que possible. Et je dirais également pouvoir identifier les problèmes qui sont les plus importants pour eux et identifier les comportements que eux souhaitent changer. C'est une manière vraiment de savoir de manière très claire comment ces sciences comportementales peuvent être mises en œuvre dans l'organisation pour ces quick wins dont on parlait et pour essayer de lancer et de maintenir cette dynamique. C'est important pour le développement futur. Étienne, même question pour vous. Eh bien, tout d'abord, je dirais que du point de vue de la science comportementale et des attentes que vous avez, ça c'est très important, comme Christine l'a expliqué, et Matt aussi d'ailleurs. Alors je dirais que si la personne n'est pas le PDG de l'entreprise, eh bien je lui demanderai de trouver le bon sponsor, le bon mentor au sein de l'entreprise, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et si le PDG de l'entreprise est la personne ciblée, alors je lui demanderai d'identifier le bon programme pour engager les équipes. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est le moment Q&A. Il y a beaucoup de questions. Alors Jean a une première question. Même dans le cas d'une entreprise, les cibles peuvent changer, les objectifs peuvent changer. Est-ce qu'il y a une méthode vraiment qui garantisse le succès? On en a déjà parlé, mais peut-être qu'il faut être un petit peu plus clair. Qui a envie de répondre à cela? C'est une question facile. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, y a-t-il un processus idéal, quels que soient les objectifs ou le contexte d'une entreprise, et y a-t-il une méthode ou un processus idéal qui garantisse le succès? Bon, il y a beaucoup d'organisations qui mettent en œuvre différents processus. Vous avez différents cadres, les 3B, enfin, ça dépend des entreprises. Il y a beaucoup de façons d'évaluer la manière d'évaluer ces biais psychologiques par rapport à certaines difficultés. Et je crois qu'il faut vraiment bien comprendre le contexte, l'environnement qui mène à la décision et évidemment définir l'ensemble des étapes pour amener un changement de comportement. Et il y a des équipes qui vraiment sont là pour identifier ces comportements à modifier. C'est ça qu'il faut cibler et c'est vraiment sympa d'avoir des équipes qui parlent de cela et se querellent parce que l'idée c'est vraiment de rendre les choses beaucoup plus faciles. Parfois, il peut s'agir de points qui touchent la santé ou autres.
mieux manger, manger plus sain. Et pour une entreprise, c'est vraiment difficile de se concentrer sur quelque chose de très spécifique parce que chacun a sa propre idée sur ce qu'il faut changer au sein d'une entreprise. Donc, c'est difficile. Et la méthode idéale, c'est peut-être réaliser cette cartographie de l'ensemble des comportements de l'entreprise et puis mettre en œuvre votre cadre favori pour bien comprendre comment les choses se déroulent. Alors, Kristen, on parlait de processus. Il y a deux différents types de processus. Il y a les 3B et CANB. CANB, c'est un modèle cognitif, la manière dont on envisage les comportements humains par rapport à la pression, etc. etc. Et puis, il y a le 3B, des modèles de processus. Et c'est vraiment ce que l'on fait physiquement, littéralement. Donc, il y a différents modèles, mais qui se ressemblent. L'idée, c'est d'identifier le point d'arrivée, voir comment y arriver, comment ça fonctionne. Donc, chaque modèle fonctionne de la même façon. Le modèle cognitif peut être changé. Vous pouvez utiliser CANB ou d'autres avec une efficacité qui serait similaire. Donc, mon conseil à Jean, ce serait vraiment d'identifier le modèle de processus et surtout le modèle cognitif, comment on va vraiment réfléchir. Et ça, c'est un petit peu différent. Et traiter ces deux processus-là, type de processus, de manière différente et distincte. Peut-être encore une question ou deux pour chercher à répondre, surtout si on répond rapidement. Il y a d'autres questions? Pas de questions? Il me semblait que nous en avions encore. Christine est vraiment brillante, elle vous a tout expliqué, donc vous savez tout. Alors pourquoi pense Christine, puisque vous êtes brillante, donc la question est pour vous. Pourquoi pensez-vous qu'un grand nombre d'entreprises n'ont pas encore, ne sont pas encore emparées de cette question, ne se sont pas lancées là-dedans? Le changement, c'est difficile, hein? Je pense que même moi, je n'ai pas réfléchi à cela suffisamment. Et il y a des gens qui travaillent sur le marketing de la croissance. C'est nouveau, ça a été créé ces 10 dernières années et c'était vraiment... on voyait Facebook, Meta Facebook, qui menaient des recherches et en parlaient. C'était le travail de ces marketeurs. Nous, on n'a pas les mêmes campagnes PR. Il y a des résultats très intéressants et il faut en parler. Mais bien souvent, nous se contente de dire, eh bien, ça dépend, vous savez. Donc, évidemment, ça interpelle moins. Donc, je pense que la réponse « ça dépend », ce n'est pas la bonne réponse. C'est difficile de convaincre quelqu'un qu'il faut adopter telle ou telle chose si on explique que ça dépend du contexte, etc. Mais je pense que ce que l'on peut apprendre du marketing, c'est de définir quelque chose qui va vraiment être important pour l'organisation. Et vous avez ce marketing de la croissance. Et on voit aujourd'hui que les gens qui travaillent sur le marketing sont intégrés aux équipes produits. Ça, c'est changement. Et ça fonctionne. Néanmoins, on n'a pas ce schéma-là pour les sciences comportementales. Évidemment, c'était un pari, il y a 10 ans. Les gens, à l'époque, ne connaissaient pas les sciences comportementales. Il n'y avait pas de cadre pour enseigner, pour former. Mais là, on explique toujours ces biais qui existent, cognitifs. Et c'est quelque chose, c'est un message qu'il faut passer encore et encore. Alors, il y a eu un long changement, un long chemin qui a été parcouru ces 10 dernières années et je pense qu'il y aura beaucoup de changements pour les sciences comportementales. Évidemment, c'est un peu lent, mais il faut expliquer que c'est difficile. Vous savez, généralement, les gens s'occupent de leurs produits. Qui va se battre pour les sciences comportementales de la même manière? Ça, c'est assez difficile. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. Néanmoins, je pense que nous allons y parvenir. Merci beaucoup.
Alors évidemment, j'aurais eu j'ai plus de questions pour Étienne et Matt. Néanmoins, il va falloir s'arrêter là parce que nous n'avons plus de temps pour cette table ronde. Un grand merci à vous, Christine, Matt et Étienne. Merci beaucoup pour vos contributions, pour votre partage d'expérience. Ça vraiment permet de comprendre comment diffuser les sciences comportementales. Merci également au public. Nous avons été très heureux de vous accueillir et j'espère que vous avez beaucoup appris grâce à cette session. Un grand merci à vous et puis restez avec nous.